Oui, effectivement, j'ai été victime de cet attentat au Milk Bar. C'était une bombe que des terroristes du FLN avaient posée sous une table dans un glacier où il n'y avait pratiquement que des enfants et leurs mamans. C'était la veille de la rentrée des classes, le 30 septembre 1956. Il y avait donc beaucoup de monde. Et voilà, donc j'ai été mutilée du bras gauche à l'âge de 10 ans. Et avec toutes les difficultés qui ont suivi voilà, de l'adaptation à cet handicap. Et le traumatisme, bien sûr, de la violence de l'attentat. J'ai commencé à, à, à travailler, à me remémorer l'Algérie, les traumatismes de guerre, l'attentat, l'exode, enfin toute cette horreur que j'avais vécue dans mon enfance, pendant les 16 ans en fait, puisque j'avais 15-16 ans quand je suis partie en 62. Et j'ai travaillé, on peut dire travailler euh, tout ce fardeau, j'ai essayé de le transmuter en art, en œuvre artistique. Voilà. Alors, on me demande quelle logique apparaît dans ce chemin de vie. Évidemment, la logique a été que, ayant été chassée d'Algérie vers la France où je n'ai jamais pu vraiment m'adapter. En tant que pied noir, j'ai très très mal vécu le déracinement. Je n'ai pas été très bien accueillie à Montpellier, à l'école des beaux-arts où j'étais, c'était en 68, il faut aussi bien le préciser, avec l'extrême gauche de l'université, les beaux-arts, non pas tellement, mais c'était surtout l'université, qui venait nous missionner carrément jusqu'au sein de notre école et qui m'ont culpabilisée d'être tout simplement une pied noire. Voilà, j'étais constamment obligée, je me sentais constamment obligée de me justifier. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu assez et j'ai décidé, ce nouvel exode, de quitter la France. Et en fait, j'ai bien fait parce que j'ai eu un accueil formidable sur le plan humain par ces Allemands et ces étrangers aussi qui vivaient avec nous déjà à l'époque. Beaucoup d'exilés, eux aussi. Et en tant que pied noir, je n'ai eu aucun problème. Il n'y a plus eu aucun reproche, aucun soupçon de colonialiste, raciste, fasciste, etc., ce qu'on entendait à l'époque. Donc, c'était une délivrance pour moi. C'était une très bonne décision que j'ai prise à ce moment-là. Dans les lignes de force de cette création par cycle, j'ai suivi en fait mes pulsions ou impulsions ou les idées, les besoins que je ressentais de m'exprimer, puisque à l'époque j'étais pratiquement mutique, hein, j'avais beaucoup de mal à raconter verbalement mon vécu. Donc je m'exprimais par des images, par des objets, par des dessins, par des textes, des petits poèmes que j'insérais dans des bocaux, dans des sachets, et surtout des dessins, des gravures aussi, puisque j'ai fait de la gravure et de la lithographie dans un atelier d'un ami artiste à Francfort, et des films aussi, puisque j'ai participé aussi à des petits films, à des courts-métrages. Donc voilà, protéiforme. Protéiforme, et en fait, c'était les thèmes sur la solitude, l'isolement de l'exil, le déracinement, que je partageais avec beaucoup d'artistes étrangers qui vivaient à ce moment-là en Allemagne. Et sur le temps aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le temps, sur la mémoire, essayer de récupérer ma mémoire, puisque comme j'ai dit, j'étais mutique, mais j'étais en fait aussi amnésique. Je pouvais simplement dire que je venais d'Algérie, que j'étais née en Algérie. Quand on voyait mon infirmité, on me demandait ce qui s'était passé, si j'avais eu un accident. Donc, j'arrivais à peine à formuler que ce n'était pas un accident, mais que c'était un attentat, une bombe qui avait explosé dans un glacier, et je m'y trouvais. Donc, les gens étaient très choqués. Bon, ce travail de recherche sur mon passé, de récupération de la mémoire très traumatique que j'ai pu réaliser à travers l'art, la création artistique, mais aussi à travers une psychanalyse que j'ai fait à Strasbourg,
et puis l'aide de mes amis en Allemagne, qui m'ont énormément soutenue dans ce travail de résilience, m'a amené, en fait, tout ça m'a amené à m'engager civiquement, comme on dit, en tant que témoin, pour alerter l'opinion. Mais en fait, c'était une façon de continuer l'engagement de mon père, qui, lors de l'attentat où il était avec moi, il a été blessé à la jambe très grièvement au Milkbar, et sur son lit d'hôpital, en décembre 1956, il a fondé une association de défense des victimes civiles du terrorisme, qui était FLN à l'époque. Et il a fait énormément de choses, beaucoup de choses pour les personnes mutilées, blessées ou en deuil, qui avaient perdu des proches lors de ces attentats en Algérie. Et en fait, j'ai continué un peu son engagement. Une fois qu'il n'était plus là, il est décédé dans les années 90, au début des années 90. En fait, j'avais déjà repris le flambeau et je m'étais engagée en Allemagne déjà, en aidant dans un collectif que nous avions fondé à Francfort, un collectif qui aidait les artistes étrangers qui vivaient en exil, qui étaient partis en exil suite à des guerres dans le monde entier. En 2008, j'ai été informée que sur une chaîne publique française était diffusé un film que j'ai réussi à voir. Ça a été très, très, très dur et très cruel pour moi, mais je me suis obligée à le voir, et qui m'a fait tomber dans une dépression. Donc, j'ai dû recommencer les soins, reprendre des médicaments. Voilà. Ce film, c'était Les Porteuses de Feu, fait par une réalisatrice algérienne, je tairai le nom, et qui mettait en scène, ou plutôt qui mettait en gloire les terroristes du FLN qui avaient posé des bombes et qui racontaient, avec une délectation absolument... j'ai pas de nom pour ça, c'était complètement pervers, je trouvais. Elles racontaient vraiment, c'était presque une jouissance, comment elles avaient posé les bombes, comment elles avaient fait pour passer inaperçues. Et parmi ces poseuses de bombes qui étaient montrées avec un commentaire très élogieux, bien sûr, puisqu'elles étaient montrées comme des exemples de la révolution, des révolutions, il y avait Zora Drip, celle qui avait posé les bombes, la bombe au Milk Bar. Donc ça a été extrêmement cruel pour moi de voir ce film. Et étant tombée dans une dépression terrible, et avec le soutien de mes amis et les conseils aussi de mes amis, j'ai décidé de porter plainte contre ce film, la réalisatrice, la chaîne FR3, et je la nomme, et la maison de production. Voilà. Donc, assisté par mon avocat, nous avons intenté ce procès. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré les adhérents, les membres du MPCT qui étaient venus voir qui était cette bonne femme qui osait faire un procès contre une chaîne qui avait diffusé un film d'apologie du terrorisme, parce que en fait c'était ça. Et ces gens du MPCT, ces personnes qui sont des amis aujourd'hui, m'ont énormément aidé et soutenu. Et voilà, donc j'ai du mal encore à en parler de ce procès, parce que ça a été d'une cruauté épouvantable. Nous l'avons bien sûr perdu, c'était sûr, hein, c'était certain. Mais encore aujourd'hui, alors Georges dit que j'étais une porteuse de lumière, disons les porteuses de lumière, celles des victimes en fait, par rapport aux porteuses de feu qui étaient des terroristes et des porteuses de mort et de malheur. Quel regard je porte aujourd'hui sur ce procès en 2021? Eh bien, le regard que je porte aujourd'hui, c'est que de plus en plus, voyant tout ce que je vois, tout ce qui se passe dans ce pays,
je me dis que nous avons été prémonitoires, visionnaires, et qu'en fait, on était comme des lanceurs d'alerte. On a essayé de dire, attention, arrêtez de diffuser des choses pareilles, ça peut encourager des gens qui vont passer aux actes. Et bien voilà, nous y sommes. 10 ans ou 15 ans après, quand on voit la situation en France, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais je me dis, ce procès était absolument nécessaire. Mémoire, très important la mémoire, c'est très important. Il faut constamment creuser, creuser, creuser la mémoire, constamment, constamment, témoigner de cette mémoire. La lucidité, ben, c'est la conséquence. Hein. Elle vient quand on a compris les choses, quand on les a tournées dans tous les sens, quand on les a fait partager avec d'autres, quand on a communiqué, quand on a discuté de tous ces côtés, de tous ces aspects avec d'autres, des gens qui ont vécu aussi des horreurs comme nous l'avons vécu, comme moi je l'ai vécu, mais aussi d'autres gens qui n'ont pas vécu ces choses-là, qui ont eu une vie beaucoup plus tranquille, mais qui sont quand même ouverts, compatissants, curieux, respectueux et surtout sérieux, et qui veulent savoir, qui veulent comprendre pour éviter justement que le pire n'arrive. Voilà. Et ça, envers les jeunes générations, c'est tout le côté pédagogique, évidemment, essentiel. C'est tellement important. Et des deux côtés de la Méditerranée, moi j'ai des contacts en Algérie avec des jeunes, ou des moins jeunes, ou des gens qui sont absolument formidables, qui ont vécu les années noires, les années du terrorisme en Algérie, du terrorisme islamiste en Algérie, et qui sont ouverts justement pour toutes ces choses terribles que nous, pieds noirs et harkis aussi, nous avons vécues en Algérie.